Voilà, et pour terminer, il y a encore trois cas paradigmatiques dont on n'a pas beaucoup parlé et qui se rencontrent aujourd'hui dans une constellation assez improbable de révolution conservatrice. C'est évidemment l'Iran, les États-Unis et Israël. Peux-tu nous dire quelques mots de comment ils, se, ils émergent ou ils continuent d'évoluer ensemble aujourd'hui à l'aune de la guerre qui maintenant court depuis 2 semaines? Alors, déjà, la guerre nous rappelle que c'est pas parce que les gens sont révolutionnaires conservateurs qu'ils vont forcément bien s'entendre entre eux. Et ça, l'histoire de l'entre-deux-guerres ou de la Seconde Guerre mondiale l'a montré. Donc, il peut y avoir des conflits, y compris armés, entre des gens qui, bon an, mal an, se reconnaissent ou que l'on reconnaît sous les atours de la révolution conservatrice. Je pense qu'il est inutile de revenir sur la trajectoire d'Israël, sinon pour rappeler qu'Israël se construit comme État-nation sur les ruines d'un empire. Donc le conflit, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, c'est typiquement un conflit sur les ruines d'un empire, avec une définition ethno-religieuse de la citoyenneté qui aujourd'hui, qui a été rejeté ou occulté, etc., dans un premier temps par Israël, qui était bien embarrassé avec cette histoire de judaïsme. Mais enfin, aujourd'hui, les choses sont claires. Depuis enfin, il n'y a pas de constitution d'Israël, mais depuis la loi, on va dire, constitutionnelle pour aller vite, de 2018, si mes souvenirs sont bons, donc qui fait d'Israël un État juif. Du côté des Palestiniens, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une part des Palestiniens qui sont chrétiens et non des moindres, puisqu'une part des fondateurs du mouvement palestinien, de résistance palestinien, étaient des chrétiens. De même d'ailleurs qu'en Syrie, le Baas a été créé pas par un chrétien, très largement. Mais bon, on est quand même dans un conflit de passage de l'Empire à l'État-nation. La continuité idéologique, je l'ai bien suggéré, me semble-t-il, tout à l'heure, hein, donc du sionisme, de l'entre-deux-guerres au sionisme contemporain et à sa radicalisation. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de sociologie électorale, on voit que la radicalisation nationaliste du sionisme originel a été très largement portée précisément par les séfarades, c'est-à-dire par des juifs venus en partie, en tout cas en grande partie d'Afrique du Nord, et qui sont un peu dans la construction de l'État d'Israël, les subalternes, dominés par l'élite sioniste originelle ashkénaze. Et puis il y a également l'apport des Russes, juifs ou juifs de convenance, parce que c'était le bon moyen de sortir à partir des années 1980 de l'Union soviétique que de dire qu'on était juif, et dont l'apport a été considérable, parce que dans les années 1980, fin des années 80, début des années 90, les Russes, enfin donc venant de Russie, ont représenté en quelques années 10% de la population, hein, qu'il a fallu israéliniser, si je puis dire. Bon, ils ne parlaient pas l'hébreu, ils ne parlaient pas... Bon. Et donc on est un peu dans cette configuration. On est clairement dans une configuration de simultanéité des contraires, puisqu'on a une espèce de fondamentalisme identitaire qui devient de plus en plus régressif, avec l'arrivée de l'extrême droite et de l'extrême droite suprémaciste dans le gouvernement de Netanyahou, hein, d'un côté, et d'un autre côté, c'est la Start-up Nation, hein, bon, et dont les prouesses militaires, depuis 2 ans, ne cessent d'effrayer ou d'éblouir le monde. Bon, jamais on a mené une guerre aussi technologique, aussi technologiquement raffinée et meurtrière que celle d'Israël depuis 2024, si mes souvenirs sont bons, depuis l'automne 2024, avec notamment la décapitation du Hezbollah par des beepers piégés. Donc là, on est vraiment dans la simultanéité des contraires. Le cas des États-Unis, évidemment, je marche sur des œufs parce que je parle devant Michel, et puis c'est un cas qui est extraordinairement complexe. Mais il me semble
qu'aux États-Unis, alors évidemment du côté d'Israël, il y a le ressentiment majeur, le traumatisme de la Shoah, mais qui fonctionne comme une espèce de rente aussi de la révolution conservatrice. Aux États-Unis, l'histoire est également fascinante. Il y a bien entendu la mémoire esclavagiste, il y a la mémoire de la guerre de sécession, qui est fondamentale, me semble-t-il, dans la conscience politique du Sud. Il y a la mémoire de la ségrégation raciale comme sortie de la guerre de sécession. Il y a tout cet épisode de l'entre-deux-guerres qu'on a un peu tendance à occulter, mais qui a quand même été un moment de triomphe de l'eugénisme. Hitler a beaucoup appris de l'eugénisme américain de l'entre-deux-guerres. On parlait de Henry Ford, c'était un philo-nazi notoire, de même que Charles Lindbergh. Donc il y a eu tout un nazisme ou un philo-nazisme extrêmement important entre les deux guerres. Et puis il y a le traumatisme des Civil Rights en 1964, et quand Johnson signe le texte, il dit à ses conseillers qui sont debout autour de lui, mais nous sommes en train, parce que le Sud votait démocrate par rancœur à l'encontre de Lincoln qui était républicain, et donc Johnson signe le bill en disant cette signature va nous valoir les États du Sud pour des décennies. Bon, ce qui était faire perdre les États du Sud. Oui, faire perdre, oui, enfin valoir au sens perdre. Et ce qui était d'une lucidité électorale et qui confère à ce président, à juste titre décrié pour son rôle dans la guerre du Vietnam, une certaine grandeur historique quand même, parce qu'il a fait un acte, si je puis dire, contre nature politique. Bon. Et puis le traumatisme majeur, qui est un truc qu'une bonne part des États-Unis n'ont absolument pas digéré, qu'un Afro-Américain devienne président des États-Unis. Je pense que pour une part des Américains, c'était donc tout le projet MAGA, c'est un projet fondamentaliste, effectivement de rancœur par rapport à cette histoire malheureuse. Hein. Il faut ajouter les guerres perdues, hein, la guerre du Vietnam, et puis il y a plein de ressentiments, les hippies, la drogue, l'immigration. Enfin donc il y a que l'embarras du choix pour être malheureux. Hein. La désindustrialisation d'une partie des États-Unis. Donc tout ça fait coalescence au bout d'un moment. Et le programme MAGA, c'est un programme fondamentaliste. C'est donc rendre la grandeur de l'Amérique, mais c'est la grandeur de l'apartheid, enfin pas de l'apartheid, de la ségrégation raciale, c'est la grandeur de tout ce que l'on connaît, quoi. Et puis des grosses voitures, des années 50 où les gens faisaient du tourisme atomique, hein, aller regarder des explosions. Il y avait une exposition il y a quelque temps au Palais de Tokyo qui était absolument fascinante. Il y a eu un tourisme atomique où les gens se prenaient leurs pieds en regardant des explosions atomiques. Donc on est dans une forme de fondamentalisme assez intéressante, et avec un personnage très intéressant dans sa dimension grotesque et phénomène sur lequel il va falloir sérieusement réfléchir tant qu'on en a à peu près les moyens. Bon. L'Iran est un autre cas. Avec l'aspect futuriste aussi. Alors avec bien sûr, c'est ce qu'on appelle le technofascisme. Là, on est tout à fait dans le paradigme. Hein. Et ça, des gens comme Musk, sont tout à fait révélateurs. Hein. Et quand même avec une potentialité politique assez effrayante, hein, dont on a vu les ravages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur depuis un an, et des possibilités de contrôle de la population, de purification idéologique, mais également de purification ethnique, hein, quand on voit la technologie de pointe au service de ICE,
qui, dans son reformatage par Trump, n'est rien d'autre qu'une milice. Bon, et ça, je voudrais quand même rappeler que pour le spécialiste de sociologie historique de l'État, Michael Mann, la ligne de partage des eaux entre la révolution conservatrice et le nazisme ou le fascisme, c'est le meurtre moral de l'adversaire, et notamment porté par des organisations paramilitaires. Bon, ICE version Trump, depuis un an, on n'est plus dans une police au sens état de droit. On est dans une milice dont le chef, d'ailleurs, empruntait les atours de la Wehrmacht. Bon, là, on a un message très, très fort. Pour mémoire, l'autre ligne de partage entre révolution conservatrice et fascisme, mais c'est une ligne de partage à laquelle il faut réfléchir aujourd'hui à propos du Trumpisme, c'est l'antisémitisme biologique, c'est-à-dire que évidemment les tenants de la révolution conservatrice étaient pour la plupart d'entre eux antisémites, mais c'était un antisémitisme soit pour certains d'entre eux les religieux, bon, les juifs ont tué Jésus, mais ce sont quand même des fils de Dieu, donc il faut les accepter dans leurs différences, ou alors un antisémitisme culturel. Les Juifs, quand même, on peut pas dire que ce sont que ce sont des Allemands, ou en tout cas pas des Allemands comme les autres, mais de là à les tuer, là il y avait quand même une barrière. Alors il y en a qui ont franchi cette barrière, mais il y en a d'autres pour qui ça a été quand même un Rubicon qu'il fallait pas franchir. Et donc ça c'est une question aujourd'hui qui se pose, parce que l'antisémitisme s'épanouit dans la révolution conservatrice trumpienne, et jusqu'où ils vont aller, en sachant qu'une partie des technofascistes, comme on dit, je ne sais pas s'il faut garder le terme, est transhumaniste, eugéniste, à commencer par Musk. Bon. Donc, alors, il y a cette révolution conservatrice. Le cas de l'Iran, il est très intéressant parce que on est dans une espèce de mimétisme, moi qui m'a toujours fasciné, ayant effectivement travaillé, comme tu le rappelais, sur l'Iran, notamment à partir des années 1990. Il y a, au fond, les seuls ennemis dignes de l'Iran sont les Américains. C'est l'Amérique. Il y a une espèce d'abord, il faut bien voir qu'une bonne part pas toute, mais une part de l'élite révolutionnaire qui est devenue thermidorienne à partir à partir de la mort de l'imam Khomeini en 1989, une bonne part de cette élite a été formée aux États-Unis. Et elle est restée en dialogue très étroit avec les États-Unis, notamment par l'intermédiaire de Terence Gilles, par la diaspora iranienne qui est très très présente aux États-Unis, mais également au Canada. Et donc il y a une espèce de relation, enfin de fascination qui est réciproque d'ailleurs. Je pense que et puis le rapport au religieux est assez comparable, mutatis mutandis, en Iran et aux États-Unis, étant entendu enfin que les États-Unis, comme l'Iran, mais ça risque de surprendre peut-être les personnes qui verront cette vidéo. Nous sommes dans les deux cas dans un régime sécularisé qui repose quand même sur la séparation du religieux et du politique, mais dont le religieux peut inspirer l'imaginaire politique. Bon. Et là, je tiens à rappeler que la République, enfin nous continuons à répéter stupidement la République des ayatollahs, la République des mollahs. C'est complètement faux. C'est ce qui est frappant dans la succession du guide de la Révolution il y a quelque temps, c'est que les grands absents, c'est le clergé. Mojtaba, il est Mojtaba, fils de Khamenei. Alors il a le titre de Jatol Islam, qui est un titre intermédiaire. Effectivement, il a fait des études religieuses, mais c'est absolument pas une autorité religieuse. Et le silence assourdissant, c'est celui ceux qu'on appelle les sources d'imitation, qui sont les grandes autorités religieuses qui n'ont pas ouvert le bec. Ils sont complètement absents de cette succession. Et ça n'est que l'xième preuve de cette sécularisation de la République qui continue de se dire islamique, mais un peu comme des gens pouvaient se dire démocrates chrétiens. Fondamentalement, c'est des politiques, c'était pas des religieux. Et en fait, cette dissociation, elle est réalisée dès 1988 par l'imam Khomeini, qui écrit
à celui qui à l'époque n'est encore que le président de la République, Khamenei, qui lui dit cher Hojat al-Islam, vous êtes dans le faux, ce qui doit prévaloir, ce n'est pas la raison religieuse, c'est la raison d'État. Et qui institue un conseil de discernement de la raison d'État. Donc on est dans un régime qui est très largement, qui est sécularisé, et dont le grand répertoire est le répertoire nationaliste. Alors, en quoi peut-on parler de révolution conservatrice? Travail, famille, patrie. Ça, les choses sont claires. Avec d'ailleurs parfois des embardés. L'islam iranien est très en avance, c'est un euphémisme, sur l'Église catholique, par exemple, en matière de transgenre. Bon. Et alors, selon des raisonnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec le mouvement LGBT, etc., mais pour des raisons théologiques, donc le transgenre, c'est pas un problème. Il y a des cadres, etc. Donc, ils sont tout à fait ouverts à la contraception, contrairement à l'Église catholique. C'est ce qui leur a permis de réaliser la transition démographique la plus rapide de l'histoire que l'on connaisse. Où ils sont passés dès les années 80-90, il y a eu une chute de la transition démographique, une chute de la démographie de la natalité absolument extraordinaire, ce qui, soit dit en passant, a accompagné un mouvement d'éducation des filles extraordinaire. Donc tout le monde, tout le monde, c'est une façon de parler, a une vision complètement fausse, une espèce de république islamique obscurantiste, mais les filles sont majoritaires à l'université, etc., etc. Donc on a une république qui ne correspond pas à l'image stéréotypée que l'on se fait de cette dernière, en termes d'obscurantisme, en termes de femmes voilées, etc. Et on a une république qui est très techno également. Et ça, les pétromonarchies, dans une moindre mesure, Israël est en train de le découvrir. Alors bon, c'est vrai que leurs drones, c'est un peu des mobylettes, quoi. C'est pas, mais enfin, c'est une certaine efficacité. Ce sont eux qui les ont produits, ce sont eux qui les ont exportés. En termes balistiques, bon, évidemment, ils se sont fait écraser par la guerre hyper sophistiquée des Américains et des Israéliens. Mais enfin, ils ont quand même infligé un certain nombre de dommages. Ils ont développé une industrie balistique. Et au fond, Ahmadinejad, donc le président de la République de 2005 à de début des années 2010, 2014, quelque chose comme ça, Ahmadinejad, il s'est rêvé en Mossadegh, donc le Premier ministre qui, au début des années 50, nationalise le pétrole. Bon, mais lui, il s'est rêvé en Mossadegh de l'atome. Et c'était un personnage, c'est un ingénieur. Et là, il faut se souvenir du rôle absolument éminent des ingénieurs dans la révolution conservatrice et dans le national-socialisme. Les ingénieurs, c'était des subalternes qui ne pouvaient pas donner satisfaction dans l'ordre villéluminien et qui ont été transformés, c'est la formule de Spengler, en prêtre de la technologie. Enfin bon, Ahmadinejad, c'est un ingénieur. Et ça, c'est pas anodin comme. Donc, on a une forme de révolution conservatrice qui est dont les grands modèles sont. Alors là, il faudrait en débattre et puis en débattre avec des gens plus compétents que moi sur la Chine. Mais est-ce que d'une certaine manière, aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de révolution conservatrice à propos de la Chine, notamment dans le sillage des réformes de Deng Xiaoping dans les années 1980, et bien sûr la révolution conservatrice indienne et Narendra Modi, donc à la fois cette exaltation d'une définition, enfin de l'Hindutva, c'est-à-dire l'Inde, ce sont les hindous, et tant pis pour les musulmans, qui sont quand même très nombreux, je vous le rappelle, et cette cérémonie qui nous paraît complètement surréaliste d'intronisation au Parlement, où Narendra Modi est dans son habit habituel de Premier ministre, mais précédé de Sadoun aux trois quarts nus, d'une cérémonie complètement kitsch dans un cadre parlementaire Westminster, avec un Premier ministre, une tenue, on va dire, hindoue à la Gandhi,
Gandhi ou non pas à la Gandhi, à la Nehru, hein, grosso modo. Et puis c'est Sadoun dénudé. Donc c'est une image fondamentaliste de l'identité indienne. Mais un gouvernement furieusement néolibéral et qui a numérisé la société jusqu'à ses extrêmes. Donc ça, la révolution islamique, enfin la République islamique d'Iran, ses modèles, c'est ça, au fond. Et quand on va, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sous les bombes, mais moi la dernière fois que je suis allé en Iran, c'était en 2019, et bien en Iran, les vendeurs de rue qui sont par terre à vendre des cigarettes ou qui peuvent être éventuellement des dames, on les paye avec le téléphone portable, en monnaie électronique. Bon. Donc l'Iran représente un petit peu, enfin illustre bien cette simultanéité des contraires, effectivement dans une espèce de relation d'inimitié complémentaire avec les États-Unis et avec Israël, et qui ne va pas de soi. Ça sont un peu les contingences de l'histoire, parce qu'il faut se souvenir effectivement que les Pahlavis étaient les alliés d'Israël, et bien entendu les alliés des États-Unis. Aujourd'hui, on voit la reconstitution de cette configuration avec un Trump, enfin qui est très très prudent par rapport à Pahlavi, et en revanche la Hasbara qui est derrière la campagne de promotion de Pahlavi, avec toute une iconographie où on voit le lion Pahlavi qui serre la main du lion israélien. Il y a une iconographie actuellement sur les réseaux sociaux qui est complètement délirante et qui est très intéressante parce qu'il réactive le mythe, enfin tout le moment Esther Cyrus. Bon, donc il y a une espèce de judéisation, enfin au sens de la Bible, de cette nouvelle alliance potentielle entre Israël et... Donc là, il y a toute une historicité propre du conflit avec les reconfigurations, mais fondamentalement, on a trois révolutions conservatrices qui, alors, il y en a deux alliés, mais d'un autre côté, on a bien compris que l'agenda de Trump n'est pas forcément l'agenda de Netanyahou. Bon, mais en tout cas, il y a effectivement un antagonique, c'est l'Iran. Et la révolution, pour finir, la révolution conservatrice iranienne, elle a des fondements historiques qui renvoient à l'entre-deux-guerres, et avec des effets de connexion tels qu'on les a imaginés. Par exemple, Bazargan, donc Bazargan, il était le leader du mouvement national iranien. Il était d'une certaine manière le disciple de Mossadegh, donc qui a été renversé par un coup d'État de la CIA, qui est mort assigné à résidence, sous... Qui était donc le premier ministre, si je me souviens bien, le premier ministre de Khomeini. Absolument. Et qui, dans les années 60, était un peu le chef d'une opposition tolérée, mais quand même très surveillée par le Shah d'Iran. Et Bazargan a fait alliance avec des milieux religieux qui étaient inféodés à la machinerie Pahlavi, notamment avec celui qui va devenir un des grands idéologues de la République islamique, mais qui sera assassiné dès 1980, qui est un très proche de Khomeini, qui s'appelle Motahari, et un philosophe dont le nom va me revenir, je commence à fatiguer, mais que vous connaissez tous, qui a été un lecteur de Frantz Fanon et qui est mort avant la Révolution et qui était un des grands inspirateurs de ce que Foucault nommera la spiritualité politique en 1978. Bon. En fait, dans les années 60-70, il y a une espèce d'alliance entre le mouvement national Bazargan et une partie du clergé réformiste qui ultérieurement deviendra révolutionnaire et qu'incarne par exemple Motahari, qui se ralliera à Khomeini et qui se... Alors pourquoi je parle de Bazargan? Parce qu'effectivement, il a été le premier ministre de Khomeini. Il démissionnera après la prise d'otage des diplomates en novembre 1980. Et Bazargan, il était un grand lecteur d'Alexis Carrel.
c'est-à-dire un des idéologues de la révolution conservatrice, racialiste, flirtant avec l'eugénisme, et qui d'ailleurs... je crois qu'il était français ou belge, il faudrait vérifier. Mais le point essentiel, c'est qu'il part aux États-Unis et qu'il est un grand ennemi de Charles Lindbergh. Bon. Mais Carrel a été très lu entre les deux guerres. Et c'est un homme qui oui, avait des positions racialistes et eugénistes. Bon. Et donc, Bazargan, il a fait ses études en Europe, je crois en France, entre les deux guerres, et comme beaucoup d'Européens, il a été un lecteur d'Alexis Carrel et de beaucoup d'autres. Hein. Et ça, il est important de voir que l'Europe a exporté et a globalisé des idées démocratiques, de parlementarisme, le marxisme, etc., etc. Mais l'Europe a également globalisé les idées de la révolution conservatrice. Et la révolution conservatrice iranienne, ses origines, il y a beaucoup plus d'affinités électives entre la République islamique d'Iran et les Pahlavis qu'on veut bien le croire. Le fondement de la révolution conservatrice en Iran, c'est ce qui s'est passé entre les deux guerres. Entre les deux guerres, donc il y a la révolution constitutionnelle de 1906, qui parlementarise en quelque sorte l'empire des Qadjars. Et là, vous avez déjà une émigration intellectuelle iranienne assez importante en Europe et notamment à Berlin. Et il y a un groupe qu'on appelle les Berlinois, qui sont des gens, certains étaient clercs, d'autres ne l'étaient pas. Et ces Berlinois, ils ont fréquenté l'Allemagne des années 1910 et l'Allemagne du début des années 1920. Ce sont des gens qui ont rencontré Talat Pacha, réfugié, tout le panislamisme allemand sur un mode anti-impérialiste. Donc ils ont baigné dans ces eaux-là. Et certains se sont mis au service de Reza Shah Pahlavi quand il fait son coup d'État, et sont devenus, qui sont ministres des Finances, etc. Et par ailleurs, Pahlavi va arianiser l'Iran. C'est-à-dire qu'il va passer d'un logiciel impérial, les pays protégés des Qadjars, à une définition, certes de look impérial, mais qui en réalité est statut-national, l'Iran comme État-nation, avec quand même un embarras, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle, mais les Iraniens ont horreur de ça, des minorités, et avec cette réalité très très complexe, c'est que politiquement, l'Iran persanophone a toujours été dominé, enfin toujours, depuis le XVIe siècle, a été dominé par des turcophones. Les Safavides étaient turcophones, les Qadjars étaient turcophones, les Pahlavis n'étaient pas turcophones, mais ils étaient du nord de l'Iran. Et les grands théoriciens, les grands idéologues du nationalisme culturel persan au XIXe siècle, ce sont des turcophones. Donc, ça, c'est la complexité d'un monde d'empire qui invente la définition primordialiste du peuple. Toujours est-il que Pahlavi, il va arianiser, mais en empruntant le terme, et donc avec une connexion, enfin une affinité élective qui n'échappe pas aux Alliés, qui vont le déposer pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils ont peur que Reza Shah Pahlavi verse du côté de l'Axe. Bon. Et cette veine arianiste, stato-nationale, avec une définition fondamentaliste de l'identité et complètement culturaliste de l'identité iranienne, elle va être poussée à son extrême par le fils Pahlavi, Mohammed, qui, vous en souvenez, organise des grandes fêtes, les grandes fêtes de Persépolis, en modifiant le calendrier. Donc il va prendre un calendrier de je ne sais quelle dynastie impériale, et donc l'Iran, d'un seul coup, va se trouver projeté dans le XXIe siècle
une cinquantaine ou une soixantaine d'années avant l'Europe, puisqu'ils vont passer dans les années 2000 dès 1973. Et tout ça est organisé à Persépolis, qui est évidemment le symbole des grandes dynasties de l'Iran. Ruine que les premiers idéologues de la révolution islamique veulent détruire, parce que tout ça renvoie à la Jahiliya, à la condition païenne pré-Hégire. C'est le démarrage de la phase thermidorienne, c'est la visite de Rav Sanjani, qui vient d'être désigné ou élu, je ne sais plus, désigné plutôt dans un premier temps, président de la République, et qui rend visite, je m'en souviens très bien, j'étais à cette époque-là en Iran, en 1991, il rend visite aux ruines de Persépolis. Il visite les ruines de Persépolis, et là c'est la réconciliation de la République islamique avec la civilisation pré-islamique. L'Iran antique. Bon. Et il y a évidemment un point d'articulation qui aujourd'hui est vécu sur le mode de la conflictualité, mais qui fait que d'une certaine manière la révolution conservatrice qu'incarne la République islamique baigne quand même dans un imaginaire pré-islamique parfaitement assumé et nationaliste que les Pahlavis reprendraient à leur compte de manière explicite. Et aujourd'hui, dans la propagande des Pahlavis, on voit des vidéos qui sont d'un grotesque et d'un kitsch fini, où on voit la princesse héritière, parce que ils sont déjà dans le fantasme de la succession. Donc on voit la princesse héritière qui est vêtue comme une princesse et bientôt comme une reine. Et alors dans une vidéo, on voit par exemple Simorgue, l'oiseau mythique qui traverse. C'est un salon bourgeois, c'est vraiment très très kitsch. La princesse est là et on voit Simorgue, l'oiseau fantastique de la conférence des oiseaux qui traverse le salon bourgeois. Et puis dans une autre vidéo, on la voit sur un cheval blanc, drapé dans le drapeau iranien, et qui sur son cheval parcourt les ruines de Persépolis. Enfin ça, avec l'intelligence artificielle, on fait des très belles choses dans le genre kitsch. Parcourt les ruines de Persépolis en jetant des fleurs au peuple ravi. Donc on est comme ça dans cette espèce de fondamentalisme culturaliste, d'une définition anhistorique de la citoyenneté et presque de la race iranienne. Et je crois que l'Iran d'aujourd'hui, peut-être, Inch'Allah, l'Iran de demain des Pahlavis ou de quelques dirigeants militaro-nationalistes qui prendra le pouvoir, restera un Iran de cette orientation. Je ne pense pas que l'hypothèse démocratique, malheureusement, soit la plus plausible dans les moments douloureux que traverse ce pays. On va terminer sur cette note sinistre. Merci beaucoup. Je suis connu dans le métier pour mon côté euphorisant.